Salut à tous, bienvenue donc sur l'épisode 138, l'entrepreneur à la salle, Thierry Henry. Aujourd'hui donc on va parler d'entrepreneuriat au féminin, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, comment donc comment les femmes évoluent donc dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est mieux ou pire qu'avant. Donc plein de chiffres, des fois on va un peu buter sur les chiffres, mais bon je mettrai des liens puisque c'est un épisode que j'ai enregistré il y a un petit bout de temps, donc des liens dans le résumé. Pour ceux qui veulent se renseigner, donc mon invité va nous parler en fin de compte des grandes différences, de ce qui va aller en mieux, ce qui était, un peu aussi donc les bases de pourquoi en fin de compte il y a cette différence. Il y a un côté psychologique et aussi sociétal, on va dire. Et puis voilà. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment être un freelance rentable ? Mon partenaire actuellement te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément deux types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-henry.fr/freelance, donc thierry-henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir remercié donc le sponsor, aujourd'hui donc j'ai Marjorie Lombard du site donc Dessine-moi une carrière qui a écrit donc 2 livres ces derniers temps, donc Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voie et 180 degrés, donc reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat avec aussi une co-auteure donc Magali Peruchini. Donc on va parler donc de comment oser, comment créer, pourquoi en fin de compte il y a ces différences, même si une bonne partie on le sait, mais on va développer pourquoi. On va donc bien sûr pas biaiser le débat parce que souvent moi quand j'écoutais ces débats-là c'était plutôt entre deux femmes, donc là c'est avec un homme, je vais donner mon avis, donc soyez pas trop dur avec moi, des fois je donne mon avis d'homme et comme c'est un sujet que je voulais pas traiter parce que c'est pas la première fois qu'on me le demande, j'ai mis pour moi il n'y a pas d'entrepreneur ni noir, ni vert, ni jaune, ni d'homme et de femme, on est des humains donc on est entrepreneur, c'est déjà difficile, donc on règle des problèmes et c'est comme ça, il n'y a pas de différence, mais bon. Donc vous me direz ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager peut-être pour développer encore le débat, parce qu'on a tenté de rapporter des chiffres, mais bon, des fois c'est pas très clair, et moi j'avais souvent des chiffres anglo-saxons, donc en France, donc il faut donner des chiffres concrets. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, donner votre avis, que ce soit homme ou femme, pour savoir ce que vous en pensez. Et donc moi, je te dis à tout de suite avec donc Marjorie. Salut Marjorie, comment tu vas ? Bonjour Thierry, ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, ceux qui écoutent souvent le podcast savent très bien qu'on m'a souvent demandé d'en parler, j'ai pas voulu. Et je te l'ai dit en off, je l'avais déjà dit, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de féminin ou d'homme, même si, bon, techniquement, on a des particularités entre hommes et femmes, naturellement. Donc, c'est qu'il doit y avoir peut-être l'entrepreneuriat au féminin. Donc, tu vas nous le détailler un petit peu. On va discuter, j'ai même écouté d'autres podcasts, mais souvent c'était biaisé parce que c'était entre femmes. Donc là, il y a un homme, on va pouvoir dire, mais non, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, nous. Donc voilà. Donc je te laisse te présenter, Marjorie, et on va partir donc sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Tout d'abord, merci de me laisser la parole dans ton espace pour parler de ce sujet qui, effectivement, parfois peut être sujet à polémique, justement, l'entrepreneuriat des femmes. L'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'il y en a vraiment un, est-ce que ça existe, etc., etc. Et moi, je suis Marjorie Lombard, la fondatrice de Dessine-moi une carrière, qui a été la deuxième entreprise que j'ai créée en 2013 au service de la réussite professionnelle des femmes, justement. Donc j'accompagne les femmes dans leur carrière, soit des femmes qui sont salariées, qui veulent se reconvertir professionnellement et dans ce cas-là, mon équipe les aide à trouver leur nouveau projet professionnel. Et l'autre partie de mon activité est d'accompagner des femmes entrepreneurs, justement, soit des débutantes, soit des femmes entrepreneurs avancées, pour qu'elles fassent grandir, développer leur activité, tout en restant alignées à qui elles sont, leur personnalité, leurs valeurs. Vraiment une entreprise qui fait sens, comme on dit, pour concilier à la fois la performance de l'entreprise, mais aussi le facteur d'épanouissement, le facteur plaisir.
Donc j'accompagne selon les cas en mode consulting, en mode formation, en mode coaching. Je suis également conférencière et j'ai écrit et publié 3 livres pour différents éditeurs, Duno, Erol, Vuibert. Et là, en 2021, c'est celui qui va traiter de comment trouver sa clientèle quand on est coach, qui paraît au printemps 2021 chez Erol et qui va s'appeler « Je deviens coach ». En tout cas, très belle présentation, parce que souvent mes invités sont un peu timides, ils oublient toujours un élément, là je pense que tu as tout dit, donc c'est bien. Je suis habituée aussi, certainement, on pourra peut-être en reparler, notamment au sujet des femmes et de leur visibilité, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être sollicitée par les médias, et donc je suis habituée à prendre la parole à la radio, à la télé, pour la presse écrite. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion depuis 2013 de rôder plusieurs fois mon discours de présentation. C'est très bien. Et en fait, j'ai tout de suite, on va aller directement vers le sujet, parce qu'on a eu un épisode la semaine dernière en off entre nous. Et tout de suite, donc, tu as dit, parce que souvent, ça me saute au nez, en fin de compte, ça me saute plutôt, enfin, je suis au nez. Tout de suite, je me dis, mais pourquoi c'est une coach féminine? Parce que tu as précisé que tu coachais les femmes. La dernière fois, je t'ai dit la même chose, comme chaque fois quand je l'entends. C'est comme si un mec qui me dit, je coach que les blancs. Je dis, mais non, mais il y a aussi les noirs. Je coach que les rouges. Ben non, il y a aussi les verts. Donc, on en a parlé un peu en off. Donc, même si on va pas tout faire dessus, parce qu'il y a plein de sujets, et puis après, il y a des raisons. Tu as quand même coaché 3 hommes dans ta vie. Absolument. Au tout début. Et malheureusement, c'est mal passé. Et malheureusement, c'est mal passé. Ça ne s'est pas passé mal pour tous les 3. Tu veux que je développe un peu pour commencer? Rapidement, comme ça, voilà, on va planter directement dans le décor, puis on partira sur autre chose après, c'est pas grave. Très bien. Alors, effectivement, à mes débuts, j'étais pas encore positionnée à 100% sur l'accompagnement des femmes. Et le métier que j'exerce aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours exercé. J'ai eu une première vie professionnelle précédemment qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ou en tous les cas peu à voir. Et donc, suite à cette reconversion, j'ai fait une reprise d'études à l'université pendant 1 an pour décrocher un master et être formée à mon nouveau métier. Et donc, lorsque j'ai débuté, même si je savais déjà que j'avais envie d'accompagner les femmes, eh bien voilà, j'ai accompagné 3 hommes. Et il y en a un pour lequel l'accompagnement s'est très mal passé, et d'ailleurs nous avons même arrêté en cours de route, ce qui se fait quasiment jamais dans mon secteur d'activité. Un deuxième avec qui l'accompagnement est allé au bout, mais c'était assez standard, voilà. Rien de particulier à dire, l'accompagnement a été au bout. Et pour le 3e, l'accompagnement s'est très très bien passé, mais cet homme avait une sensibilité féminine très développée, donc j'aimais l'hypothèse que voilà, c'est comme si j'avais accompagné une femme. Bon, j'ai fait exprès de rentrer pour qu'on ait des clichés, parce que la première personne était plus âgée. Oui, plus âgée, voilà. Beaucoup de responsabilités. Même si entre hommes, ça aurait pu se passer, que ça arrive souvent aussi entre hommes, des fois on a une personne qui est plus âgée, donc elle est un peu bête, têtue et con, et puis ça passe pas. Le milieu, c'était quoi déjà? Bon, il y en a un qui était gay, au moins, on va le dire. Pour la première personne avec laquelle ça s'est très mal passé, donc moi, j'avais 10 ans de moins qu'aujourd'hui, donc même si j'avais la maturité, j'ai envie de dire, j'étais plus jeune, et en plus, physiquement, je fais plus jeune que mon âge. Donc je pense qu'avec cette première personne qui était plus âgée, qui avait presque le double, en fait, de mon âge, qui avait énormément de responsabilités. Je pense que le décalage était trop grand, décalage d'âge, homme de pouvoir à responsabilité face à une jeune femme, ça faisait peut-être un peu trop, plus mes méthodes, ma façon d'accompagner, où là, ça le faisait pas du tout pour lui et pour nous. Enfin, même l'alliance n'a pas pris, comme on dit dans mon métier. D'accord. Donc là, en fait, il y avait 3 profils différents. Donc bon, après, tu es passé sur une autre façon de travailler. Donc actuellement, on va faire un constat. Donc l'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent, ça on le sait. Ou en tout cas qui ne sont pas visibles déjà, ça c'est aussi un problème. Dernièrement, j'ai écouté un épisode et j'avais contacté une société de business angel en France, où j'aurais dû les recontacter, mais bon, je le ferai plus tard. Il m'expliquait qu'il n'y avait que 7%, je crois, ou 5% de capital risqueur, même pas de business angel. Et ce qui fait qu'automatiquement, on aime bien prêter à ceux qui nous ressemblent. Et comme certaines phases, des fois, vont se présenter dans certains endroits pour faire du business, elles sont peut-être pas bien vues. Donc, donne-nous un topo global. Comment tu ressens? Quelle est ton expérience? Et les gens que bon, là, je te fais une grande question large, puis après, on va... Oui. Voilà. Donc, on est d'accord que le mot entrepreneuriat
revêt des réalités très différentes. On peut entreprendre de plusieurs façons différentes. Là, tu parlais des business angels, des levées de fonds, capital risque. C'est une petite partie Tout à fait, de l'entrepreneuriat. À l'extrême opposé, tu vas avoir les micro-entrepreneurs, les freelances. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, excuse-moi de te couper, de ce côté-là, il n'y a Oui. pas de problème, en fin de compte. J'ai pas l'impression qu'il y a... Parce qu'il y a plein de métiers, en fait, qui correspondent à ce que pourraient, entre parenthèses, faire facilement des femmes. C'est-à-dire, alors là, c'est encore un cliché que je veux dire, community manager, rédacteur web. C'est pas un grand risque, on va dire. Souvent, bon, après, les femmes ont des fois... Alors, à mon tour de prendre la parole, en fait, mon propos était de dire que l'entrepreneuriat revêt des formes, des statuts et des réalités différentes. Ouais. Donc, j'étais sur les polarités extrêmes que je viens de définir. Freelance, indépendant, personne qui est toute seule. À l'extrême opposé, business angels, start-up, et au milieu, très petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises, etc. Et en fait, contrairement à ce que tu penses et que tu venais de dire, il y a même un problème chez les femmes qui veulent entreprendre pour être en freelance ou être en micro-entreprise. D'accord. Mais bon, en même temps, j'ai pas fini le propos, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais disons que techniquement, même que ce soit pour un homme, n'importe qui, c'est pas la façon la plus compliquée. Mais alors, bon, on va donc directement dans le sujet. Oui. Où est le problème alors? Où est le problème? La question, elle est vraiment là, parce qu'on est d'accord, toi et moi, Thierry. Il n'y a pas de sexe, de genre, de nationalité, de classe sociale ou autre pour entreprendre. Tout à fait. Attends, même si dans la partie opposée qu'on a parlé, donc ça après on va laisser à part le côté business angel, c'est bien d'avoir du réseau, d'avoir fait certaines grandes écoles, malheureusement en français comme ça, quand tu as fait HEC ou certaines grandes écoles, tu vas trouver les réseaux pour pouvoir te faire financer ou pour pouvoir te présenter devant des business angels, et tu as en plus une formation scolaire qui fait que l'école ne fait pas tout, mais qui fait que tu comprends mieux un business plan et tout. On retire tout ça. Et dans la partie dont on parlait plutôt freelance ou petite TPE, logiquement, il faut juste oser. Et ça, j'ai souvent vu parce que j'ai un peu étudié avant qu'on discute. Souvent, on dit que les femmes n'osent pas. Alors là, je comprends pas, moi. Pourquoi ne pas oser? Justement, on est au cœur de la question. Et tu disais, les startups, c'est différent. En réalité, pas du tout. Parce que même si avoir fait une grande école permet d'avoir les codes de langage quand on est des business angels, le réseau, la compétence, comprendre un business plan, on pourrait croire que c'est spécifique à ce domaine-là, mais pas du tout, parce que même pour devenir freelance et créer une micro-entreprise, avoir le réseau, c'est aussi important. Avoir les codes, c'est aussi important. Donc en réalité, même si la réalité de ce qu'on va faire au quotidien n'est pas la même chose pour un freelance, une micro-entreprise ou une start-up, le fond du problème reste le même. Parce que la question que tu soulèves, Thierry, et la façon dont tu l'as soulevée, je vois pas le problème, il suffit d'oser. Eh bien, pour la grande majorité des femmes, c'est facile à dire, mais ça n'est pas faisable. Donc, on commence avec ça. Il ne s'agit évidemment pas de compétences intellectuelles, mais pour les femmes, et il n'y a pas une seule réponse. Moi, je vais te partager mon expérience sur le terrain. Il n'y a pas une seule réponse parce que personne n'est d'accord sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas? S'il suffit d'oser, s'il suffit d'y aller, pourquoi est-ce qu'elles n'osent pas? Et encore, une fois qu'elles osent, on va dire, créer leur activité, se mettre à leur compte et démarrer, ensuite, elles n'osent pas faire d'autres choses. Par exemple, elles n'osent pas facturer à leur juste valeur. Elles n'osent pas relancer un client qui n'a pas payé. Elles n'osent pas donner la facture une fois qu'elles ont le client. Elles n'osent pas relancer un prospect. Elles n'osent pas demander de l'aide. Elles n'osent pas, tu peux rajouter tout ce que tu veux derrière. La majorité des femmes n'osent pas. Et quand elles osent, elles sont très mal à l'aise. Et donc, en termes de communication non verbale, ça se ressent dans l'interlocuteur. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'osent pas. Moi, l'expérience... Est-ce que c'est lié au syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est lié à la société qui donne une image à la femme qui fait que la femme se bloque dans ça? C'est quoi le problème? Beaucoup de femmes vont parler du syndrome de l'imposteur. Alors, c'est très pratique qu'un théoricien ait nommé quelque chose pour que... tu sais, c'est un peu comme quand tu es malade. Quand tu sais qu'il y a une maladie qui existe, tu dis « Ah ben non, je suis malade ». Tu vois ? Tu dis pas « Je suis une personne qui a telle maladie ». Tu dis « Je suis malade ». C'est comme si ton identité,
elle devenait cette maladie. Et pour les femmes, moi j'aime pas du tout ce terme de syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que apparemment ça existe et que de nombreuses femmes se revendiquent avoir le syndrome de l'imposteur, et je trouve que c'est tellement pratique pour ne pas changer. Donc autant te dire que je n'aime pas du tout cette expression, mais apparemment beaucoup de femmes l'ont. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une grande différence culturelle dans la façon d'élever une petite fille et un petit garçon. Et je pense que beaucoup de choses partent de là, à notre époque. Ça serait différent dans d'autres époques ou dans d'autres pays. Mais en France et à notre époque, je ne sais pas si tu as des enfants autour de toi. Si, j'ai 3 enfants. Tu as 3 enfants. Alors, je ne sais pas si tu as pu observer cela, mais moi, je l'ai observé, et pas seulement les miens, hein, ça peut être à l'école, ça peut être autour de moi. Une petite fille, on va dire jusqu'à 7-8 ans. Une petite fille, on va lui demander d'être sage, de bien se tenir, de bien se comporter, d'être gentille. Et si elle s'est fait mal ou si elle a peur, on va beaucoup la cajoler, l'enrober et la protéger. Un petit garçon, on va lui demander d'être fort, même encore aujourd'hui. Hein. On va le valoriser quand il va prendre un risque au jardin d'enfants, par exemple, s'il a envie de grimper, d'aller partout, on va l'encourager, on va le valoriser, on va lui dire « mais non, t'as pas peur, vas-y ». La petite fille, si elle essaye de faire ça, on va lui dire « fais attention, surtout ne tombe pas », voire même on va lui demander de ne pas le faire. Donc ça, c'est dès le jardin d'enfants. Dans les cours d'école, des études là ont été faites, démontrent également que si tu prends la taille de la cour de récréation, il y a plus d'espace de jeu pour les garçons. C'est pas qu'ils sont pour les garçons, c'est de jeux traditionnels dédiés aux garçons. Par exemple, le foot, la balle, des jeux où au sol, il y a des marquages qui indiquent que cette activité-là, même si elle est mixte, les garçons vont se l'approprier et donc ils vont occuper plus de terrain et plus de place géographiquement que les jeux traditionnellement attribués aux filles. Dans les grands magasins, c'était pas le cas quand j'étais moi enfant, mais c'est arrivé plus tard. Tu as des rayons de jeux pour les garçons, des rayons de jeux pour les filles. Les couleurs bleu, rose sont des marqueurs culturels et sociaux. Donc dès l'enfance, et c'est inconscient, hein, parce que les parents n'y font pas attention. Je pense que certains si, mais moi, ça tombe bien, parce que sinon on va aller trop loin. Minoritaire. Mais je vais essayer de te challenger sur 2 trucs. Et après, on va continuer sur ça, parce que c'est très bien ce que tu dis. Et j'ai eu un post la dernière fois sur LinkedIn, moi, ça m'a rendu dingue. Par rapport à ce que tu dis, qui fait l'éducation en général ? Il y a un proverbe qui disait qu'il fallait tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'éducation, elle peut être faite, c'est pas toujours le cas, mais elle peut être faite par les parents, quand les 2 parents sont là. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui ont un peu, comment je pourrais dire, démissionné de cette partie-là, et donc qui confient l'éducation à l'école, dont c'est pas à 100% le rôle d'éduquer. Transmettre un savoir, oui, mais éduquer, c'est pas 100% la mission de l'école. Donc pour les enfants qui ont la chance, il y a à la fois l'école et les parents, et voire l'entourage, hein, famille élargie, entourage. Mais pour d'autres enfants, ça n'est pas le cas, et il n'y a que l'école qui va éduquer. Et c'est pour ça que je te pose la question, c'est qu'en général, en école, la bonne partie des personnes qui éduquent sont les femmes. Alors moi, je fais encore un cliché, mais je pense qu'on va en faire plein dans cet épisode-là. C'est-à-dire que on va dire 60% peut-être sont souvent des profs, des femmes. Et donc, et à l'opposé, à la maison, souvent on dit que les hommes sont un peu absents, même si c'est faux. Et ça en plus, ça évolue, ça change. Et donc, c'est aussi des femmes. Donc, il y a quand même des femmes qui perpétuent ce truc-là. En fin de compte, c'est pas que les hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que je dis depuis le début, hein, c'est pas pour dire c'est de la faute à un tel ou c'est de la faute à l'autre. Parce que clairement, s'il existe des hommes et des femmes sur Terre, c'est qu'on a besoin des deux. Et dans chaque homme et dans chaque femme, il y a une part masculine, il y a une part féminine. Donc mon propos, il est surtout pas de dire c'est la faute aux uns ou aux autres, pas du tout. En revanche, j'observe. Et là, ce ne sont même pas des clichés, hein, ce sont vraiment, effectivement, dans les petites classes, maternelles et primaires, il y a plus d'enseignants femmes qu'hommes.
Après, ça change. Plus tu montes vers l'université, plus il y a d'hommes versus les femmes. Mais on est d'accord, la grande partie de l'éducation est assurée, aujourd'hui en tous les cas, par des femmes. Ça, c'est un fait. Mais c'est pas... les femmes ont leurs responsabilités, comme les hommes ont leurs responsabilités aussi. Donc partant de là, on est tous égaux dans cette histoire. Mais donc, bon, moi, en fin de compte, mon propos, c'était que j'ai l'impression que certaines femmes, elles-mêmes, en fin de compte, se sont mises dans ce cliché-là et elles sont pas sorties elles-mêmes de ce cliché-là. C'est-à-dire que, techniquement, quand on est à la base, et donc une grande partie des profs pourraient changer ça, et ça n'a pas été fait. Donc, on va partir, parce qu'en plus, dans un plus que j'ai fait, je t'avais dit, je crois, il y a un peu moins d'un an, on m'avait parlé un peu de ça. Donc, on a compris qu'il y a un problème, donc, à la base, par rapport à l'éducation. Donc, revenons un peu plutôt au concret, on est plus âgé. Comment on fait pour sortir de ça? Est-ce qu'il faut, grâce au sport, je sais pas, grâce aux rencontres qu'on va faire dans la vie, ou est-ce qu'il faut se faire violence et puis dire voilà, bah, ma base, ce qui a fait donc mon éducation, bah, il faut que je l'oublie et que je parte, j'aille oser. On va peut-être revenir souvent sur le mot oser et se lancer. Avec tout ça, malheureusement, bah, on a eu une éducation, et comment on fait pour sortir de tout ça? C'est sûr que l'audace, le courage et l'action sont importants. Là, on parle d'entrepreneuriat féminin, mais ça pourrait être, tu changes la thématique, et l'audace, le courage et l'action sont en fait les facteurs de changement. Parce que si à un moment donné, tu ne passes pas à l'action pour changer, rien ne changera. Ce conditionnement qu'on a eu par l'éducation, par la famille, par la culture, la société, de toute façon, on l'a, quel que soit le sujet dont on parle. Ça fait partie de la façon dont on se construit. On est fait de conditionnement. Et c'est complètement OK, j'ai envie de dire. C'est pas un problème en soi. Le problème, il arrive quand tu as un désir, par exemple une femme qui aurait le désir de lancer sa boîte, ou bien une femme entrepreneur qui est déjà entrepreneur et qui aurait le désir de recruter, de passer par une phase de croissance en chiffre d'affaires, en structuration. Donc une femme a un désir, une envie vraiment profonde, et là, le problème arrive si, malgré ce désir et cette envie, elle se retrouve bloquée, paralysée. Parce que c'est ce qui se passe, c'est la forme que ça prend chez les femmes. Il y a vraiment une séparation entre cette envie. Normalement, quand tu as une envie, au quotidien, tu as envie de manger une glace, tu as envie de partir en voyage, tu as envie de vivre une expérience, tu suis ton élan, tu suis ton désir, puisque l'être humain est un être de désir et de plaisir. Donc ça va lui donner un élan, un mouvement, pour qu'il aille jusqu'à l'assouvissement de son désir, de son envie. Mais chez les femmes, c'est comme si cet élan allait être coupé, et donc l'action derrière ne va pas pouvoir avoir lieu, ou si elle a lieu malgré tout, elle va partir d'un endroit à la fois de désir, mais aussi de peur, de culpabilité, d'émotions inconfortables, qui vont faire que la ressource intellectuelle, émotionnelle, énergétique, n'est pas complètement disponible pour donner corps à l'action, et donc le résultat de l'action ne va pas être satisfaisant. Et là, on peut parler, par exemple, d'autosabotage, d'échecs ou d'autres mécanismes qui font que, même quand il va y avoir l'action, ça va être au prix de beaucoup d'inconfort, de souffrance et parfois de non-atteinte d'objectifs et de résultats, qui va entretenir la croyance erronée qui est « je ne suis pas capable », je n'aurais pas dû oser, je le savais bien que j'étais pas à la hauteur, alors qu'on sait aujourd'hui, notamment grâce aux neurosciences, que ce qu'on pourrait appeler par exemple un échec ou un ratage fait partie du mécanisme de succès et de réussite. Simplement, on a besoin de le répéter plusieurs fois. Donc là, en fin de compte, pour traduire, parce que là, tu as parlé très technique, enfin très coach. Ce qui veut dire que techniquement, les femmes auraient peut-être une différence par rapport à l'échec. Enfin, à passer à l'action et à l'échec, elles vont trop réfléchir, tu veux dire, peut-être un peu? Je pense que les hommes n'aiment pas échouer non plus. Ça, c'est sûr. Je pense que personne, en réalité, n'aime ça, d'autant plus qu'on n'a pas appris à bien le vivre. Non, c'est peut-être la réflexion, parce que moi, bon, là, je vais faire encore des clichés.
par rapport aux choses que j'ai vues autour de moi et par rapport... après, bon, souvent, en fin de compte, quand je faisais des projets, là, j'étais avec donc des conjointes ou des femmes, et là, c'est hors business. Hein. Et souvent, moi, le fait que ça passe ou ça passe pas, ça me dérangeait pas. Je dis, bon, on tente, ça passe pas, c'est pas grave. Et dans l'esprit, je me faisais, en fin de compte, attaquer ou pas attaquer parce qu'on était en couple, mais on me faisait comprendre que, ben non, moi, j'avais le projet en tête, je m'étais vraiment mis à 300% dedans. Si je vais le faire, c'est pas pour échouer. Et que dans mon esprit, moi, je m'étais lancé, je dis, c'est pas grave, ça passe pas. Et donc souvent j'ai eu ça dans la vie. Après je peux pas le comparer si j'ai eu ça avec d'autres amis ou des amis hommes ou quand j'ai fait un projet. Mais souvent j'ai ce côté-là où quand la femme rentre dans quelque chose, elle fait un projet, il faut que ça aille au bout. Il peut pas y avoir l'échec derrière en fin de compte. Quand elle a décidé, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou c'est moi qui psychote? Moi, je vois sur le terrain beaucoup de femmes pour qui c'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai un pôle équilibré entre le masculin et le féminin chez moi. Donc, j'ai un côté très déterminé et je me fixe un objectif, ça va marcher. Peut-être ça va prendre du temps, peut-être je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois, mais ça va marcher. Moi, j'ai ça. Mais c'est pas la réalité de toutes les femmes que j'accompagne sur cette dimension business. Déjà, il y a beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à avoir cette ambition ou à l'assumer en tous les cas. Tu vois, elles vont le mettre de côté. Donc déjà, il y en a qui ne s'autorisent pas ça. Et pour celles qui se l'autorisent à avoir cet objectif, pour beaucoup, il y a la possibilité justement de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur et ça va être difficile. Moi, c'est plutôt l'inverse que j'observe. Chez beaucoup de femmes, pas chez toutes, mais chez beaucoup. Et ensuite, pour celles qui, comme moi, ont quand même des traits de personnalité qui les aident à avoir cette détermination, cette endurance, cette ambition assumée, eh bien, le processus de mise à l'action, il va être... Toi, tu mettais le mot réflexion. Alors, ça peut être de la réflexion, mais c'est beaucoup plus au niveau émotionnel, plus que niveau mental. Il va y avoir des tas de culpabilité, des tas de peur, des tas de « est-ce que je fais bien ? Mais si je fais ça et que ça réussit, j'ai peur d'y arriver, j'ai peur de réussir, j'ai peur de rater. » Et les deux existent en même temps. Donc il y a beaucoup d'émotionnel qui vient parasiter leur faculté de réussite. Parce que la graine de la réussite, elle existe chez nous toutes et tous. On a tous des talents, on a tous des traits de personnalité qui peuvent nous aider à réussir. Mais chez les femmes que j'accompagne, et chez de nombreuses femmes, parce que j'assiste à beaucoup de colloques où je suis invitée dans des conférences et c'est le même discours que j'entends, il y a beaucoup de freins internes à la réussite, soit émotionnels, soit en termes de croyances. Et donc... Et est-ce que tout ça, ce serait pas aussi... par le fait qu'il y a peut-être le manque de business model. C'est-à-dire que comme c'est pas l'image, et je l'ai dit un peu avant, mais l'image que reflète la société, si demain on se disait que les femmes sont faites naturellement pour entreprendre, d'autres femmes se diraient, voilà, bah, je vais le faire parce que plein d'autres l'ont fait, donc il n'y a pas de raison que moi je puisse pas le faire. Ou est-ce que le côté émotionnel va toujours être là et c'est juste naturel, c'est la nature et Alors, c'est sûr que le fait que la France est promue, parce que au niveau du gouvernement, il y a plusieurs années, il y a des programmes qui ont été décidés pour encourager l'entrepreneuriat des femmes. Donc c'est sûr qu'en termes de modèle, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui osent entreprendre et qui prennent la parole, comme je le fais moi sur ce sujet, aide d'autres femmes, puisqu'elles arrivent à s'identifier. En revanche, tu as employé le mot de business model. Tu me disais, est-ce que c'est pas aussi une raison de business model? Qu'est-ce que tu entendais exactement par business model? Non, c'est pas business model. Je me trompe en fin de compte. C'est le manque de. Si c'est ça en fin de compte, c'est qu'il y ait plus de représentation et de femmes. De rôle modèle, tu voulais dire. Voilà, de rôle modèle. De modèle de référence. Voilà, et chaque fois qu'on se dit, mais en fin de compte, si, il y a Oprah, mais bon là c'est aux États-Unis. Il y a plein de noms en fin de compte connus dans le domaine. Justement, dit, Thierry, cite-moi des femmes entrepreneurs françaises aussi connu qu'Oprah Winfrey. Non, j'en ai en tête, mais comme par hasard, j'ai pas. Dernièrement, je regardais, il y a un an, il y a l'émission Karine Barma. En fin de compte, celles que je vais te citer, c'est celles que je connais autour de moi qui sont pas connues, parce que elles ont des petits business, et celles que j'ai invitées sur mon podcast, ou celles qui sont
Business Angel parce qu'elles ont une vue, parce qu'après on les voit pas. Il y a même plein d'entrepreneurs qui font entrepreneurs qu'on ne connaît pas. Mais il y en a, et ce que je disais au début, il y en a moins en représentativité, ce qui fait que peut-être ça peut, comme moi, parce que moi je suis de banlieue et noir, donc c'est pareil. Oui. En France, si on Oui, va en oui. sortir, il y en a. Moi, je mets toujours tout souvent ça en relation. Il y en a peu, et moi j'ai dû aller aux États-Unis, vivre en Angleterre pour changer de mindset. Je me dis ah là, mais c'est possible. Mais sinon, bon, moi c'est pas ma nature, je suis fonceur de nature. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un exemple, et j'ai acheté plein de bouquins d'entrepreneurs noirs américains et ça m'a motivé, plus que ça. Mais j'en reviens à la question, voilà. Est-ce qu'il en manque pas assez? Effectivement, tu vois, toi, tu es parti aux États-Unis et en Angleterre. Moi, on a un point commun. J'ai vécu à Londres et je suis très ouverte à tout ce qui se passe dans le monde anglo-saxon parce que ça m'a donné, ça m'a transmis d'autres façons de faire culturellement différentes qui, moi, m'ont nourri, m'ont aidé aussi dans ma capacité à entreprendre au plan général, hein, pas seulement dans l'entrepreneuriat. Mais effectivement, en France, quantitativement, il y a moins de femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs, business angels. Et en plus, il y en a moins et elles sont moins visibles. Donc, tu vois, moi-même, hein, je suis confrontée à la même difficulté. Quand j'ai dû trouver des modèles de référence pour moi, c'était très difficile. Et tu fais allusion à une émission télévisée qui s'appelait, je pense, Qui veut être mon associé ? Tout à fait. Que j'ai regardé moi aussi, que j'ai adoré. Et j'étais ravie. Je crois qu'il y avait 5, à chaque émission, il y avait 5 investisseurs. Et sur les 5, il y avait 2 femmes, dont Catherine Barba, qui est une femme entrepreneur que j'apprécie énormément parce que j'ai pu m'identifier à elle. Elle était jeune, elle était dans les technologies. Enfin voilà, j'ai pu me trouver des points d'affinité avec elle. Il y avait l'autre femme dont j'ai oublié le nom. Celle qui était elle est moins tête. connue, pourtant elle a un potentiel énorme. Absolument. Et c'est marrant parce que tout le monde, j'ai eu des clichés, les gens m'ont dit voilà, elle fait très masculin parce qu'elle était un peu plus dure. Et tout le monde s'est dit, et qu'en plus, elle a, je crois, pris la boîte de ces... C'est une entreprise familiale, elle est dans l'industrie, elle a la tête d'une grosse boîte absolument respectable dans l'industrie. Alors moi, j'ai pas trouvé qu'elle faisait particulièrement masculin, mais je n'ai pas retenu son nom, par exemple. Mais elle est pas très connue, ouais, malheureusement. Et il se trouve que Catherine Barba, je la connaissais déjà avant, parce qu'elle avait été à l'origine d'autres initiatives. Mais tu vois, moi, personnellement... il y a Florence Servan-Schreiber, que je peux citer, aussi. qui était pas entrepreneur au sens strict à l'origine, mais qui, par concours de circonstances, a repris l'entreprise de son cousin, et en plus de ses propres activités à elle. Mais c'est vrai, voilà, en France, on manque de modèles féminins de réussite entrepreneuriale. Et en même temps, il y en a de plus en plus, donc moi je m'en réjouis, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire naître des vocations. Hein, tu le disais toi-même, tu as été inspiré aux États-Unis, en Angleterre, quand tu as trouvé des modèles de réussite qui correspondaient à toi, qui tu étais. Non, ça m'a aidé en plus, mais en fait, quand j'avais déjà les bouquins d'entrepreneurs homme blanc, ça m'a pas dérangé alors que j'étais pas trop dans la couleur. Mais bon, c'est un plus. Parce que pour moi, un humain, c'est un humain, qu'il soit noir, vert, jaune, homme, femme, je n'ai rien à faire. Bien sûr. Et pour moi, tout est possible. J'ai une vision un peu différente. Mais tu sais, c'est le biais d'identification, en fait. Ce qu'on appelle un biais dans le. Mais je sais pas dans ton sens. Je sais que certains ont besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça, mais je sais que certains ont besoin de ça parce que s'il vient du même quartier que moi, il est comme moi, pourquoi lui le rester pas moi? Donc c'est plus ça. Voilà. Peut-être que toi, tu as la chance d'avoir, tu sais, un côté peut-être moins conventionnel, moins conforme, qui fait que tu te sens à l'aise, en fait, quel que soit le milieu, et tu vas aller chercher ce qui est bon pour toi, et tu vas t'en nourrir. Il y a, pour la plupart des autres personnes, et c'est aussi lié à l'espèce humaine, il y a un besoin de conformité qui est énorme. Et ce besoin de conformité fait qu'on peut, si on ne fait pas un travail de conscience et de déconditionnement, fait qu'on va avoir tendance à chercher des modèles qui nous ressemblent par ce biais de conformité. Donc par rapport, donc là on a dit plusieurs choses. Moi j'ai pas des vraies enquêtes. Et malheureusement c'est encore américain. J'avais certaines études, donc là ça peut te plaire. Alors je sais pas si ça va plaire à certaines femmes. Et c'était un grand investisseur sur l'émission américaine donc de Qui veut être mon associé, donc Shark Tank. Un investisseur qui est très connu, qui est détesté de tout le monde. J'ai oublié son nom comme par hasard. Et lui, en fin de compte, il crée plus une boîte s'il n'y a pas une femme à la direction. Et il dit qu'il a fait ses enquêtes sur les différentes boîtes qu'il a. Après, des fois, on a l'impression qu'on fait toujours ça pour faire plaisir aux femmes. Il dit que
la moitié des sociétés qu'il a, enfin la plupart, celles qui sont gérées par les femmes et qui ont des enfants, vont naturellement mieux gérer parce que elles veulent pas échouer. Et par rapport à ce qu'on disait avant, et elles vont souvent mieux gérer parce qu'elles vont mieux gérer le risque, elles vont mieux gérer les structures et les résultats chiffrés sont meilleurs que ceux gérés par un homme. Parce que l'homme prend plus de risques. Ça correspond aux études que j'ai eues en main. Hier, dans le Monde diplomatique de décembre 2020, il y avait tout un article là-dessus, où effectivement, il y avait, peut-être c'est la même personne à laquelle tu fais référence, qui disait qu'elle n'investissait plus s'il n'y avait pas une femme au moins dans le conseil d'administration ou dans les comités de direction. Ce que disent les études en France, c'est que les entreprises dirigées par les femmes sont en moyenne 8% plus rentables que celles dirigées par les hommes. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, 54% des petites entreprises dirigées par les femmes présentent moins de risques de faillite que les hommes. Et donc ça, c'est par rapport à quoi? Bon, moi je te dis un peu rapidement, mais bon, j'ai pas dans le temps clair, j'ai pas l'étude en moi, c'est pas très clair. C'est quoi? C'est le côté émotionnel, le côté management? Alors pour la première étude que j'ai citée, donc entreprise dirigée par les femmes en moyenne 8% plus rentable que celle dirigée par les hommes. La source, c'est l'index Women Equity 2019. L'explication proviendrait, parce que c'est au conditionnel dans l'étude, s'expliquerait avant tout par la forte résilience dont les femmes entrepreneurs font preuve au quotidien pour accéder aux mêmes résultats que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont habituées au quotidien à faire preuve d'agilité, de souplesse, de créativité, aptitude aussi à résister à des chocs, puisque c'est beaucoup plus dur dans les grandes entreprises pour une femme d'accéder en haut que les hommes. Donc elles sont tellement habituées à faire avec la difficulté, qu'elles sont plus rapides et plus créatives pour trouver des solutions parfois innovantes, par exemple, quand il y a besoin, pour faire croître l'entreprise. Donc voilà, c'est une des hypothèses avancées. Moi, à ça, j'ajouterais, parce que c'est un peu ce que tu dis, que les femmes sont plus facilement par rapport aux dirigeants multitâches. Après, je sais pas, c'est le cliché qu'on dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses, et donc c'est ce que dit l'enquête. Comme tu as dit, donc la créativité et aussi donc l'empathie. Donc, et ça, c'est un peu important quand on a une boîte de pouvoir manager, de sentir aussi le client et même le fournisseur. Donc, d'avoir ce côté empathique que des fois, malheureusement, les gens sont un peu bruts. Donc là, je fais encore des clichés, mais bon, voilà, c'est les chiffres, c'est pas moi. Alors c'est sûr que y a le facteur empathie est très important, et je pense aussi que pour beaucoup de femmes qui accèdent à la tête des entreprises, elles n'ont pas forcément envie de reproduire le modèle traditionnel patriarcal, ou tu sais, le mode de management traditionnel. Elles n'ont pas forcément envie de reproduire ce modèle. Et elles peuvent être aussi plus audacieuses et plus innovantes dans les façons de manager, par exemple. Et elles vont favoriser la mixité. Elles vont pas du tout dire je vais mettre que des femmes parce que pendant des années il y a eu que des hommes. Non, ça je suis pas d'accord avec toi, même si, peut-être parce que moi c'est ce que je vois en général, et je vois souvent beaucoup de structures où il y a les femmes veulent plus bosser avec des femmes. En général, je dis je vais pas prendre de risque, mais bon, c'est dans mon petit prisme, donc j'ai pas tous les chiffres, mais je t'en avais parlé en off et j'étais des fois choqué. Et j'ai même eu un épisode avec Esther Taïfé que j'ai eu il y a un an, où je l'ai même poussé pour dire mais est-ce qu'un jour tu vas embaucher un homme? Et l'idée c'était plutôt embaucher un homo enfin ça reste un homme, excusez-moi. Voilà, donc moi c'est le chiffre que j'ai. Après, bon, peut-être t'as des chiffres différents, mais bon, je n'ai pas de chiffres, donc voilà, moi tant que j'ai pas les chiffres, je dis pas c'est comme ça ou c'est comme ça. Toi tu parles de ton expérience, moi je parle de la mienne. Il me semble en tous les cas que un management et une équipe mixte a beaucoup de valeur ajoutée, et c'est important de se saisir des talents et des compétences de chacun. Alors sur des entreprises de petite taille, c'est moins facile de l'observer parce que on n'a pas l'échelle qui permet de l'observer. Parfois, si ton entreprise elle fait 4 ou 5 personnes et que t'es que des femmes, c'est pas forcément parce que tu veux pas d'hommes, c'est juste que t'es sur une petite taille. Donc, après, si l'entreprise elle compte 20 personnes ou 100 personnes, là tu vas pouvoir observer s'il y a une mixité.
Donc on est d'accord, donc c'est pour ça que moi mon prix, et ce que j'ai vu, c'est que sur les petites, j'ai pas vu les grosses. Donc c'est vrai que sur les petites, en général, on commence par ce qui est peut-être entre parenthèses facile et peut-être son réseau, donc les femmes, et ensuite quand on grandit, peut-être qu'on en rajoute un ou deux hommes. Mais c'est vrai que moi j'ai vu que sur les petites, les grosses, je sais pas, je suis pas au courant. Donc, voilà. Ça peut Donc s'expliquer par là, pour les petites, je pense. pour t'aider donc, et pour rajouter en fin de compte, parce que où est-ce qu'on va dans le même sens, le côté un peu RSE, le côté travail éthique, paraît-il, les femmes sont plus fortes dans ce domaine-là, et quand elles créent, c'est vraiment pour... il y a le côté enrichissement, mais c'est pas la première raison, c'est vraiment le côté social, le côté aider les gens, et paraît-il, les femmes recrutent plus que les hommes. Ah, Alors, écoute, je sais c'est pas si tu as les intéressant. chiffres. Non, j'ai pas ce chiffre, mais c'est intéressant. Euh, je vais ouvrir une parenthèse à cet instant, c'est que dans les jeunes générations, celles qui ont, on va dire, la vingtaine au moment où on se parle, il semblerait qu'il y ait moins d'écart homme-femme. Et que ce besoin de sens, cette mixité et ce non-genrage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais le fait que le genre prenne moins d'importance, il semblerait voilà, que chez les jeunes générations, ça soit plus un sujet, qu'il y ait moins de problèmes que chez les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires et au-delà. D'accord. Donc moi j'avais encore une enquête par rapport à ça, mais bon, Mhm. ça n'a rien à voir, mais c'est un peu bizarre, et à l'époque, même si je le vois même autour de moi, après je pense que c'est comme on en parlait au début, c'est un peu un côté sociétal et l'image de la société. Il disait que actuellement souvent quand on fait les comparatifs, les femmes sont moins payées que les hommes, elles sont moins des postes de direction, et il disait qu'en 2035 ou 2050, tout devrait changer, comme un peu même le monde, hein. On voit que le monde des pays pauvres deviennent plus riches, et Mhm. les États-Unis vont descendre, tout ce qui monte descend. Et il disait en fin de compte que le monde va changer, que les femmes vont plus diriger, vont mieux travailler, plus travailler, et que c'est les hommes qui vont se retrouver à la maison. Mais c'était une drôle d'enquête, hein. C'était un grand leader, j'ai oublié son nom, qui faisait un pitch pour une grande société MLM, je dirais pas laquelle, et c'est un entrepreneur très connu. Et j'ai vu plusieurs enquêtes comme ça qui disaient en fin de compte, comme toute chose, les choses changent dans la vie, on peut pas, et que c'était tout naturellement que le monde allait changer vers ça. Après bon, j'ai plus l'enquête malheureusement. Si je la retrouve, je la mettrai dans les résumés. Écoute, pourquoi pas? Le monde évolue en permanence. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un écart de salaire entre 25 et 40% à compétences égales, à poste égal, entre les hommes et les femmes, en défaveur des femmes. Et cet écart se creuse encore plus, figure-toi, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on pourrait Moi croire... j'allais dire c'était le moyen de se rattraper parce que dans Exactement. l'entrepreneuriat on est égaux. C'est ce qu'on D'accord, pourrait ok. croire. Donc tu crées ta boîte parce qu'au moins tu décides de ta rémunération. Eh bien non. L'écart est encore plus important. Donc quand j'étais tombée sur cette étude, je suis restée sur le cul, comme on dit. Désolée du langage. Parce que j'ai été sidérée. Moi, j'ai un programme de formation de groupe justement sur la relation à l'argent et le plafond de verre pour les femmes. Donc, c'est un programme qui a énormément de succès et dans lequel j'aide les femmes à vraiment se libérer de ce plafond de verre financier, à oser demander une rémunération, à augmenter leurs tarifs ou tout ce qui leur pose problème avec l'argent. Et c'est justement en préparant une des éditions de cette formation que je suis tombée sur cette étude, là pour le coup statistique, avec les chiffres, et je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vraiment là le signe que même lorsqu'elles ont les pleins pouvoirs, eh bien elles ne s'autorisent pas à avoir plus. Et je me suis dit là il y a du travail. Comme quoi oui, donc c'est en fin de compte techniquement comme on parle souvent même pour un homme ou en général, on dit ça vient toujours de soi, on faut être responsable. Donc là, je fais exprès, je vais retourner la faute vers les femmes. Donc vous êtes responsable. Alors c'est à vous, en fin de compte, d'aller prendre les pouvoirs, prendre les rênes. C'est une histoire de responsabilité, c'est pas une histoire de faute. C'est pas la Oui, même voilà, chose. tout à fait. Hein. C'est pas la même chose. Oui. Voilà. Tu as raison. Évidemment que, en tant qu'individu, doué de raison et de libre arbitre, nous avons la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc si il y a une différence d'écart en termes de rémunération, par exemple, entre les hommes et les femmes entrepreneurs, c'est la responsabilité des femmes entrepreneurs, et donc c'est de la leur de, si elles le souhaitent, lever les freins qui les empêchent de se rémunérer plus. En revanche, dans le salariat, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est pas une 100% de responsabilité sur la femme. C'est responsabilité partagée entre elle et l'écosystème dans lequel elle est.
Comme on va dire, dans un monde de dualité, est-ce que la femme a toujours besoin, en fin de compte, de se référer ou de donner l'exemple de l'homme, ou de dire de créer un monde à part, ou de dire son monde, on part sur notre monde, on n'a pas besoin toujours de se comparer, parce que ça, l'homme l'a fait, je vais le faire, ou est-ce que tout simplement recréer un monde, alors là je suis un peu philosophique, je pars un peu dans tous les sens, mais est-ce que, si tu arrives à comprendre ce que je dis, désolé. Pardon, je voudrais bien que tu reformules. On est dans un monde souvent de dualité, on dit qu'il y a les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les rouges, les verts, voilà. Et souvent, on a besoin donc de se servir de l'autre pour dire, voilà, de baromètre. Voilà, si lui fait ça, moi je dois le faire. Il doit y avoir autant de milliardaires que s'il y en a 1000, il faut qu'il y en ait 1001, comme ça on sera meilleur. Est-ce que la femme a besoin en fin de compte de se comparer ou de dire tout ce que l'homme a, je fais, ou sinon de se créer un monde, ça j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Comme les hommes ne se lèvent pas le matin et disent, bah non, il y a trop d'infirmiers, il y a trop de profs, nous on va tous tout réguler. Par exemple, moi qui suis un peu rebelle, je me dis, mais je comprends pas, pourquoi il y a que des femmes qui gardent des enfants, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui gardent des enfants, mais bon, on sait pourquoi, donc j'irai pas rentrer dans le détail. Pourquoi il n'y a pas plus de profs aux endroits où il y a trop de femmes, pourquoi on shifte pas tout, pourquoi on met pas plus d'hommes? Et pourtant, les hommes ne se plaignent pas de ça. Qu'il y a plus de femmes qui sont là et ils disent pas, nous, en tant qu'hommes, on veut être plus à faire le ménage ou faire même des tâches qui sont, parce que là j'ai donné des tâches qui sont un peu chiantes entre parenthèses, je respecte le travail de chacun, mais il n'y a pas de rébellion par rapport à ça. Même des tâches qui sont plutôt intéressantes, un rédacteur web c'est bien, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Là j'ai pas d'exemple en tête, mais est-ce que la femme a besoin en fin de compte de servir de l'homme, de dire voilà, s'il a fait ça, il faut qu'on fasse ça, là on sera à égalité, tout est magnifique. C'est une histoire d'équilibre, je pense. Je ne suis pas forcément pour des quotas stricts, parce que parfois 70-30 marche très bien aussi, tu vois. 80-20, ça commence à être limite, mais 60-40, 50-50. Donc je ne suis pas forcément pour des quotas stricts, mais parfois passer par des quotas aide à après enlever les quotas et que l'équilibre se fasse de lui-même. En disant cela, j'ai pas répondu à ta question. Tu parlais de références internes, externes. Est-ce que les femmes doivent se créer leur monde ? Moi, ce que je pense, c'est que l'homme, naturellement, se compare à autrui. L'homme en tant qu'être humain, pas l'homme ou la femme. L'être humain, naturellement, évolue en se comparant. Parce que c'est comme ça qu'a été notre société pendant des siècles et des siècles. Qui a la plus grande, qui a la plus courte, qui a le plus. Donc voilà, la comparaison est là. Maintenant, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas forcément de se comparer à une référence extérieure qui en plus, on ne sait pas si finalement c'est la bonne unité de mesure pour nous, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi la majeure partie du travail que je fais avec mes clientes, c'est un travail intérieur. C'est un travail de développement intérieur, même si on peut aussi parler de stratégie, de positionnement, de choses externes dans le business. En réalité, la majeure partie du travail est un travail de déconditionnement intérieur. Et tu parlais de polarité. Effectivement, on est dans un univers de dualité, de polarité, mais mon approche est une approche alchimique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans l'alchimie, on apprend à unifier les contraires, à prendre les polarités, les mettre ensemble et comprendre que deux choses qu'on croit opposées, séparées, finalement, en les mettant ensemble, en les rassemblant, on arrive à créer autre chose qui prend les qualités de l'un et de l'autre et qui est encore mieux que la somme des deux parties séparées. Donc, tout ça pour dire que la femme a complètement le pouvoir, la possibilité et la responsabilité qui va avec de s'inventer ses propres codes ou modèles de référence si elle en a envie et si ceux des hommes ne lui conviennent pas. Tout à fait. Surtout qu'en fin de compte, on a eu du mal à citer, surtout moi, des femmes. Et quand on creuse bien, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, beaucoup de réussites, mais bon, malheureusement, elles ne sont pas visibles. Donc il suffit juste d'aller chercher, creuser, et on trouve des éléments. Sans aller prendre comme exemple un homme. Il faut aller chercher et creuser. Tu vois, on parlait de visibilité aussi. Si tu savais, peut-être que ça va te surprendre, mais si tu savais le nombre de clientes que j'accompagne qui me disent « j'ai peur d'être visible ».
mais même pour publier quelque chose sur LinkedIn ou sur Facebook, alors que ça a une durée de vie de 3 secondes et demie. Je te confirme parce que je crois que je te l'ai dit en off. Parce que comme je suis un macho féministe, moi quand j'ai voulu commencer le podcast, comme je suis de la minorité, dans plein de minorités, parce que je viens de banlieue, je suis noir, et maintenant je suis dans ma campagne, je suis cadre dynamique, donc tout va bien, et entrepreneur. Mais quand j'ai voulu commencer le podcast, je me suis dit, je vais pas faire ce que j'ai toujours vu et ce qui m'a toujours dégoûté, parce que je regarde pas la télé depuis des siècles, et même sur des médias, je me suis dit, il faut que j'interviewe des gens de la minorité, des femmes, des homos, des noirs, des arabes, et en fin de compte, j'ai eu du mal, et ceux que j'ai eu au début, j'ai eu un mix, mais j'ai eu plus d'hommes blancs, et voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de refus, et comme je voulais pas rester sans épisode, j'ai invité des hommes. Je me suis même plaint sur mon propre podcast, hein. Je me dis c'est pas possible, pourquoi il n'y a pas autant de femmes. J'ai eu un mois où j'ai eu de la parité, et puis ensuite j'ai jamais réussi parce que j'ai eu plein de gens qui refusaient. Bon, après ça peut être ma faute parce que moi je suis responsable, j'ai pas assez invité, je pense qu'on peut avoir plus de femmes, faut que j'invite 3 fois plus peut-être, et plein de refus, je comprenais pas l'intérêt, pourquoi refuser. Après on peut refuser, mais comme j'avais pas la réponse, mais en faisant l'enquête aujourd'hui, en discutant avec toi, en discutant avec d'autres personnes, comme tu dis, il y a des femmes qui ont malheureusement, même si c'est important pour elles, elles ne veulent pas être visibles, et voilà, je pense que moi ça m'a paru bizarre, mais en discutant, en cherchant bien, et là tu viens de le dire, certaines femmes ont peur de cette visibilité, pourtant elles en ont besoin pour le business, mais bon. Voilà. Oui, c'est ça, le problème il vient quand tu as besoin de cette compétence pour ton business. Alors après, si vraiment c'est quelque chose qui est impossible, il vaut mieux penser par exemple à s'associer. Et dans ce cas, tu choisis un associé qui va avoir ces qualités-là et cette envie d'être mise en avant ou en lumière. Ouais, c'est important parce que c'est pas obligatoire, mais si tu ne veux pas le faire, il faut que tu trouves un autre moyen d'avoir cette visibilité-là, parce que ça fait quand même partie du rôle du chef d'entreprise à un moment donné, que de faire connaître ses services pour pouvoir avoir des clients et pour pouvoir vivre en tant qu'entrepreneur. Ou sinon, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est la partie que j'aime pas, c'est que je vois beaucoup de femmes, et ces femmes-là, en plus, je les ai vues sur d'autres podcasts, mais elles vont sur des podcasts féminins, parce que elles disent que l'homme peut-être va mal gérer, va poser des questions qui ne sont pas, ou je ne sais pas quoi, mais elles restent dans ce petit écosystème. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Moi, je te suis très reconnaissante, comme je te disais, de me laisser cette parole, parce qu'il n'y a pas de raison de la garder qu'entre soi. Bah surtout qu'on a eu le biais masculin, on va dire, parce que comme j'ai écouté avant ça dans un autre podcast, c'est 2 femmes qui parlent entre 2 femmes. Je dis pas qu'elles peuvent pas avoir comment dirais-je, d'avoir de recul, mais c'est plus facile. Bon, là, j'ai pas été très méchant, j'ai rien dit d'extraordinaire. Les femmes, je verrai les commentaires qu'il va y avoir, mais voilà, c'est bien d'avoir donc de partager, de pouvoir discuter. Comme tu dis, on est un monde de polarité, de dualité, donc il y a les deux. C'est comme toujours mieux toujours de se confronter, de discuter, d'argumenter que de rester dans son monde et de fermer et de penser qu'on va pouvoir tout faire que dans son monde. Ça peut être très bien, parce qu'on parlait donc tout à l'heure un peu des homos, donc souvent aussi ils ont cette habitude, ou même aux États-Unis, de faire des films afro-américains, de rester dans... Moi, c'est pas le monde que j'aime bien, moi j'aime le monde où tout le monde est égaux, tout le monde est mélangé. Et c'est pour ça que je t'ai invité et que j'ai enfin fait l'épisode, non plus je voulais pas le faire, l'entrepreneuriat féminin, parce que pour moi c'est l'entrepreneuriat tout court. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, mais bon. En fait, j'ai compris pourquoi, par rapport à ce que tu as dit, il y a plein de choses, il y a un travail à faire. Donc moi, de mon côté, j'ai invité plus de femmes, donc celles qui veulent venir, vous savez, il faut me contacter, moi, ça j'ai aucun problème. Et puis, je pense que, dans tout cas, il y aura d'autres épisodes comme ça. Est-ce que, Marjorie, j'ai oublié des choses, parce qu'il y a plein de choses à dire, je t'ai beaucoup coupé, désolé. Il y aurait des choses à dire, ou des choses pour motiver les femmes à entreprendre et à s'exposer un peu. Alors, tu m'as absolument pas coupé. Je n'ai pas de blessure corporelle, par exemple. Nous étions dans l'échange et donc tout est ok de ce côté-là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, peut-être que je vais aborder maintenant pour faire le lien avec la visibilité, et ça me semble important. C'est que, je ne sais pas si tu l'as déjà observé ou entendu, mais pour pouvoir être invité à un podcast, par exemple, sur la télé ou pour prendre la parole, il faut accepter de se rendre visible, donc d'être vu et entendu de tout le monde, potentiellement. Et donc, c'est une prise de risque, parce que parfois, on peut se tromper dans ce qu'on va dire, on peut bafouiller, on peut avoir un trou. Et on est donc dans une position très vulnérable, finalement, quand on prend la parole. Donc, je pense que ça, c'est une peur liée à l'exigence de perfection qu'a beaucoup de femmes. Et d'autre part,
Tu vois, tu disais juste avant, écrivez-moi si vous voulez être invité dans le podcast. Et je ne sais pas si tu as pu entendre ça, mais moi, quand j'étais enfant, ce que j'ai pu entendre à l'école, par exemple, ou même dans l'entourage, c'était de ne pas me mettre en avant, parce que ça ne se fait pas, par exemple. Donc, si tu as reçu cette recommandation pendant des années, c'est très difficile à l'âge adulte de le changer. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, le logiciel que vous avez reçu quand vous étiez enfant, il n'est plus adapté au logiciel que vous avez une fois adulte. Donc c'est absolument fondamental de changer de logiciel, c'est-à-dire de faire tout ce travail de déconditionnement sur les croyances limitantes, sur les émotions parasites, sur toutes les injonctions qu'on a reçues enfant et qui ne sont plus du tout adaptées une fois adulte aux objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc ce problème de visibilité, il peut aussi être expliqué par le fait qu'à l'école, on nous apprend qu'il faut avoir la bonne note et qu'en dehors de ça, on est nul, en gros. Et donc, ce qui fait que pour beaucoup de femmes, c'est difficile de prendre la parole parce qu'elles ont peur de rien avoir à dire ou de rien d'intéressant ou de se tromper. Et ensuite, oser se proposer, oser se revendiquer comme une experte, ça vient heurter les exigences et les injonctions qu'on a reçues de ne pas nous mettre en avant, de pour qui tu te prends et autres discours de ce type. Donc toujours un côté très philosophique et psychologique plutôt. Absolument. Bon, c'est une partie qu'on aurait aimé développer. Moi, je ne peux pas actuellement, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Surtout que là, tu as parlé un peu de l'enfant, c'est ça. C'était un podcast que je voulais lancer, mais je ne vais pas le faire, parce qu'en plus, j'ai 3 enfants et j'adore parler donc, de l'éducation des enfants. Et donc, moi, je fais tout pour ne pas leur... en parler de blessures, ne pas, sans faire exprès, mettre des choses que je voulais pas leur mettre en tête. Tu remettras quand même si ça peut te rassurer. Oui, mais si, ils en ont déjà, parce que, voilà, mais c'est un autre biais. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'était pour plaisanter. Non, mais c'est, bon, parenthèse, on en parlera. Donc, merci à toi donc, pour toutes ces informations. Donc, je mettrai les liens vers les 2 livres. Tu en as un qui sort, tu m'as dit, au mois de mars, c'est ça ? C'est ça. Donc, on remettra le lien. Aussi, donc, le lien vers ton site. Donc, avant de finir, donc, je vais te poser 3 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement ? Le business dont je rêve ? Oui. Ah, ouais. Il y a quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire plus tard, peut-être. On verra si l'occasion se présente. J'aimerais bien justement créer des micro-crèches ou des écoles alternatives pour les enfants, justement. Du type, comment il s'appelle On entend beaucoup parler de Montessori, par exemple. Oui, tout à fait, voilà, Montessori ou autres méthodes d'éducation respectueuses et alternatives. Voilà, j'adorerais faire ça. Et j'adore aussi tout ce qui est dans le milieu des investissements. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à titre personnel. Mais je ne crois pas que j'en ferai un business, ça. Mais voilà, j'ai cette appétence. Et sinon, par mon parcours, j'étais auparavant dans le milieu artistique, donc peut-être aussi quelque chose en lien avec l'art. D'accord. Quelle est pour toi la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur et investisseur que tu as eue ? Je ne sais pas s'il y en a une en particulier, mais moi, ce que j'adore, c'est la dimension créative liée à l'entrepreneuriat ou à l'investissement. Et là, pour le coup, complètement décorrélé de l'aspect artistique, puisque pour moi, être entrepreneur, c'est être créateur. On a une idée qui est de l'ordre de la création et on la met en œuvre. Et pour moi, c'est, tu sais, tous ces moments, moi, je ressens personnellement un pic d'adrénaline, d'excitation quand j'ai l'idée d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit, d'un nouveau livre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable pour moi. Et chaque fois que j'ai eu une super rencontre avec un prospect et qu'ensuite ça devient un oui, et que je sais qu'on va cheminer ensemble pendant plusieurs mois pour l'aider dans son développement, c'est un kiff ultime. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? L'audace y fait beaucoup. L'audace ? L'audace, le courage d'assumer qui on est, nos envies et notre idée, même si elle paraît peut-être folle par rapport à ce qui se fait. Moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont
qui ont fait un peu différemment de ce qui se faisait dans leur secteur d'activité habituel et classique. Donc j'aime beaucoup la dimension un peu avant-gardiste chez les personnes que j'accompagne aussi. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Celui que j'ai pas encore écrit, parce que ça va être le meilleur. Très bonne réponse. J'ai pas encore écrit. Putain, moi j'écris tout en fait quand je fais même pas attention. Par réflexe j'écris tout donc. D'accord. Et quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, la compétence que je rêve d'avoir. J'adorerais pouvoir me télétransporter. Ah, pour aller où? Alors là, j'irai partout. J'aime tellement voyager. J'irai dans plein de pays du monde. J'irai voir ce qu'il y a dans l'espace, dans les étoiles, qui est mon terrain de jeu préféré pour être inspirée. Et t'es pas la première à me le dire, et moi je l'avais répété parce que j'ai lu il y a plus de 30 ans, je crois. Non, allez, Ah oui 25 ans, parce que je suis pas si vieux que ça. Oui. Et dans l'hindouisme, il parle de ça, qu'on peut techniquement se téléporter. Mais bon, je vais pas rentrer oui, dedans parce alors, qu'il y a si tu me branches, parce que là, on n'a pas évoqué cette partie de moi où je mêle tout ce qui est intuition et invisible dans tous mes accompagnements. Mais si tu me branches là-dessus, on peut refaire toute une autre heure. Mais je te confirme que les grands méditants et les grands sages, hindouistes, bouddhistes et autres, ont cette capacité de transférer leur esprit ailleurs. Bon, on va pas vous embêter avec ça, faudra aller chercher, je mettrai des liens peut-être si j'ai le temps. Voilà. Ben Marjorie, grand merci. Merci à toi, Thierry. Et donc j'espère que tu as motivé toutes les entrepreneuses, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir se dire non, je vais te coacher par elle, donc je pense que avec grand plaisir. Si mon approche résonne, dites-le moi. Dites-le moi avec grand plaisir et je serai curieuse. Laissez des commentaires sous le podcast là que vous écoutez parce que vraiment, je suis sûre que ça va être très très riche. Bon, et merci. À très bientôt, Marjorie. À bientôt, Thierry. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de